Oui, bonsoir, chers élèves. Aujourd'hui, dans cette session, on va continuer avec la leçon numéro 2. Il s'agit d'exercices d'application sur le théorème de Gauss. Alors, dans le premier exercice, on va considérer une coquille sphérique. Coquille sphérique, c'est-à-dire c'est une sphère dont l'intérieur, on a fait un creux à l'intérieur. Donc, c'est une coquille de rayon interne A et de rayon externe B. C'est-à-dire que les charges se trouvent dans ce volume-là qui est limité entre le rayon A et le rayon B. يعني إذا بدكم une coquille, un exemple d'une coquille sphérique, c'est une balle de tennis. Elle est vide à l'intérieur, elle a une certaine épaisseur. Cette épaisseur où il y a les charges, elle est comprise entre A et B. OK? Donc, cette coquille, elle est chargée uniformément à travers son volume par une densité de charge volumique ρ. La question est de déterminer le champ électrique créé par la coquille en tout point de l'espace. Donc, quels sont les différents points de l'espace? Donc, le premier ensemble de points de l'espace, c'est pour le rayon R inférieur à A. Donc, la distance radiale inférieure à A. Deuxième partie de l'espace, c'est entre A et B, c'est-à-dire dans le volume où se trouvent les charges. Et troisième partie de l'espace, c'est à l'extérieur de cette coquille, donc c'est pour un rayon supérieur à B. Commençons tout d'abord pour le rayon R ou distance radiale R inférieure à A. Donc, pour cela, on va appliquer le théorème de Gauss. Donc, on va considérer une sphère de Gauss, comme on le voit ici, de rayon petit r, de centre O concentrique avec le centre de la coquille sphérique. OK? Donc, en appliquant le théorème de Gauss, intégrale de EDS égale Q inclus sur epsilon 0. Alors, si on regarde quelles sont les charges qui sont comprises à l'intérieur de cette sphère de Gauss, donc ici c'est le vide, il n'y a pas de charge. Donc la quantité de charge égale à 0. Quantité de charge incluse égale à 0. Par conséquent, on a que E est égal à 0. OK? Donc, deuxième partie de cet exercice, on va considérer la distance radiale R supérieure à B. Donc, du moment où les charges sont distribuées uniformément dans cette coquille, donc on a une symétrie sphérique. Lorsqu'on a une symétrie sphérique, le choix de la surface de Gauss, donc ça va être automatiquement une sphère de centre O et de rayon petit r. OK? Et donc, comme nous l'avons déjà fait auparavant, E est radial, E égale constante en tout point de la sphère de Gauss. Donc, E est parallèle à ds en tout point de la sphère de Gauss. Donc, on applique le théorème de Gauss qui dit intégrale de E ds égale Q inclus sur epsilon 0. Donc, E constante, E parallèle à ds, l'angle entre E et ds est toujours égal à 0. Donc, cosinus 0 égale à 1. Donc, E fois 4 pi r au carré. Ça, d'après les exemples qu'on a fait auparavant, ça reste toujours le même. Ce qui va changer ici, c'est la quantité de charge incluse. Donc, la quantité de charge incluse, ça va être ρ fois le volume inclus. Donc, on travaille dans le cas où R est supérieur à B, donc en un point qui se trouve à l'extérieur. Donc, voyons voir, lorsqu'on se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire ce point-là, donc E et ds sont parallèles, donc la quantité de charge incluse pour comptabiliser dans l'intégrale de Gauss, le théorème de Gauss, donc c'est la quantité de charge qui est en bleu. C'est toute la coquille, c'est la coquille entière. Donc, quel est le volume de cette coquille entière? Donc, c'est le volume d'une sphère de rayon B de laquelle on a enlevé la partie creuse qui est une sphère de rayon A. Donc, du coup,
Rho fois V inclus devient Rho fois le volume de la sphère de rayon B moins le volume de la sphère de rayon 1 sur epsilon 0. Une fois on a bien précisé la quantité de charge incluse, après ça reste un calcul tout simple. Donc, Rho, facteur de 4 tiers pi B au cube, c'est le volume de la sphère de rayon B, moins 4 tiers pi A au cube, c'est le volume de la sphère de rayon A. OK? Donc, dans ce cas-là, ce volume-là, ça correspond bien à ce volume qui est compris entre A et B. OK? Tout calcul simple, on arrive à la formule E égale rho B au cube moins A au cube sur 3 epsilon 0 R au carré. OK? On passe maintenant à la troisième partie. Donc, la troisième partie, c'est pour une distance radiale qui est comprise entre A et B, c'est-à-dire, là, ici, en fait, on va prendre un point qui se trouve à l'intérieur de la coquille. Donc, si on passe à une nouvelle fenêtre, donc, voici la coquille. OK? Cette coquille, elle est pleine de charge. On veut calculer le champ électrique en un point qui se trouve ici, à l'intérieur. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a considéré une sphère de Gauss par 100 par ce point, même raisonnement que la partie précédente, donc E est radial, E égale constante, ok? Donc, la quantité de charge incluse qui nous intéresse, c'est la quantité qui est à l'intérieur de la sphère de Gauss, c'est-à-dire à l'intérieur de la sphère en pointillé bleu. Donc, voici la quantité de charge qui nous intéresse. Donc, quel est le volume de cette partie assurée en bleu? Donc, le volume de cette partie assurée en bleu, c'est ρ VR, car ici, on a une sphère qui est la sphère de Gauss, de rayon petit r, ok, qu'on a retiré la partie vide, c'est-à-dire la sphère de rayon A, donc on obtient ρ VR moins VA sur epsilon 0, et, ce qui est égal à ρ 4 tiers pi r petit r au cube moins 4 tiers pi A au cube, et on arrive à la formule finale de E qui est égale à ρ r cube moins A cube sur 3 epsilon 0 r au carré. Pour voir l'exactitude de nos équations de E à l'intérieur, à l'extérieur et entre les deux rayons. Donc, si on considère à la première surface, pour R égale à A, donc E normalement doit être égal à 0, et ce car lorsqu'on a considéré R inférieur à A, c'est-à-dire R inférieur ou égal à A, donc E doit être égal à 0, et je vous rappelle que le rayon A, ou bien le champ électrique à la surface de rayon A, doit régir à l'équation de E à l'intérieur et à l'équation de E entre A et B. OK? Donc, si j'applique la formule obtenue pour une distance radiale entre A et B, pour petit r égale à A, on obtient également 0. Donc, on a une continuité au rayon R égale à A. Une continuité entre quoi et quoi? Entre l'équation de E pour petit r inférieur à A et l'équation de E pour petit r comprise entre A et B. De même, maintenant, si on veut calculer le champ électrique à la distance radiale R égale à B, c'est-à-dire sur la deuxième surface de la coquille, ok? Donc, les deux équations, R compris entre A et B, et l'équation R supérieur à B doivent converger vers la même valeur qui est ρ B cube moins A cube sur 3 epsilon 0 B carré. Donc, à partir de ces deux vérifications, on valide les équations obtenues aux différents points de l'espace. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 2.
Donc, dans l'exercice numéro 2, on considère un fil infini. Ce fil, il est chargé uniformément à travers sa longueur par une densité de charge lambda. Donc, alors, pour vous rappeler, donc, on a calculé le champ électrique d'un fil infini en utilisant la loi de Coulomb, mais il est possible de le calculer également en utilisant le théorème de Gauss. Donc, la question, déterminer le champ électrique créé par ce fil en un point P situé à une distance R, distance radiale petit r du fil, en utilisant le théorème de Gauss. Donc, ça, c'est un nouveau cas de calcul du théorème de Gauss. Donc, ici, il ne s'agit pas d'une symétrie sphérique. Pourquoi? Car, tout simplement, si je considère un fil infini, ok, donc, si je veux considérer une sphère de Gauss, donc, voici la sphère de Gauss, ok, donc, vous savez toutes et tous qu'en tout point de l'espace, le rayonnement du champ électrique, ça va être comme ceci. Or, si je prends ce point-là, donc en ce point-là, le champ électrique sera comme ceci, et le vecteur élémentaire ds sera comme présenté sur le schéma. Donc, il y a un certain angle θ. En ce point, donc, on observe que la valeur de θ va changer. Ça, c'est de 1. Donc, θ n'est pas égal à une constante. Ça, c'est de 1. De 2, en tout point de la sphère de Gauss, on n'a pas E égale à une constante, car tout point sur la sphère est distant du fil d'une manière différente, donc E n'est pas égal à une constante. Donc, la supposition d'avoir une symétrie sphérique ne s'applique pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on a effectivement? Ici, on a une symétrie cylindrique. Donc, lorsqu'on parle d'une symétrie cylindrique, pourquoi on s'est autorisé de discuter de la symétrie cylindrique? Car, comme nous l'avons vu tout à l'heure, E est toujours radial, donc il est toujours perpendiculaire au fil, ok? Et de même, E égale constante en tout point équidistant du fil. Donc, à votre avis, quel est le choix de la surface qui va assurer E égale constante en tout point équidistant du fil et que E est parallèle à ds en tout point de cette surface? Donc, c'est un cylindre. Sauf qu'un cylindre fermé, c'est-à-dire c'est un cylindre qui a trois surfaces. La surface du haut, okay, la surface du bas, إذا بدكم برميل سكر من تحت ومسكر من فوق. Okay? Donc, le couvercle en haut, c'est une surface, c'est un disque. Le couvercle en bas, c'est un autre disque. Et le contour. Donc, le flux à travers ce cylindre se décompose en trois surfaces, donc trois flux. Flux 1, flux 2 et flux 3. Le flux 1, donc, comme E et S ont toujours le même angle entre eux, donc S ici, la surface S1, c'est une surface plane, donc elle peut être résumée par une surface totale S1. E scalaire S1 égale à 0, car E, quel que soit le point de la surface S1, si en ce point-là je trouve E, je trouve S1, ils seront toujours perpendiculaires. Donc, flux 1 égale à 0, flux 2 égale à 0, même raisonnement. Il reste le flux à travers le contour. Or, à travers le contour, donc, phi égale intégrale de E ds3 égale Q inclus sur epsilon 0. Donc, en tout point du contour, qu'est-ce qu'on a? On a E égale constante, donc car je rappelle que le choix du cylindre de Gauss, c'est un cylindre de rayon petit r, okay, et de hauteur h, et c'est un cylindre fermé. Okay? Donc, en tout point du contour, E sera parallèle à ds, 3, okay? E égale constante, car on a considéré que l'axe du cylindre de Gauss est confondu avec le fil infini. Okay? Donc, ceci nous mène à calculer l'intégrale de Gauss, donc E ds cosinus θ égale Q inclus sur epsilon 0, E constante, E parallèle à ds3, E sort de l'intégrale,
cosinus 0 égale 1 égale Q incluse. Donc, quelle est la quantité de charge incluse? Donc, pour voir la quantité de charge incluse, voici le fil infini. OK? Voici le cylindre de Gauss de hauteur h. Donc, la quantité de charge, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, enfermé dans le cylindre de Gauss. Donc, ça correspond à un fil de longueur h. Donc, la quantité de charge, ce n'est autre que lambda fois h sur epsilon 0. OK? Donc, E intégrale de ds, donc la surface du contour, c'est 2pi RH égale lambda h sur epsilon 0. Et finalement, on trouve que le champ électrique est égal lambda sur 2pi epsilon 0 petit r en un point P situé à une distance petit r du fil. OK. Maintenant, quelqu'un parmi vous peut me dire que, monsieur, pourquoi on ne peut pas appliquer le théorème de Gauss pour un fil de longueur finie? On va voir le raisonnement ensemble. Donc, si j'ai un fil de longueur finie, comme vous pouvez le constater, le champ E en un point qui est situé à la médiatrice a la forme radiale. Par contre, si je monte un peu plus haut, le champ E ne sera pas radial, il sera comme ceci, etc., comme ceci, voire lorsque j'arrive à un point qui se trouve là, on l'a déjà vu comme exemple, le champ électrique créé par une tige en un point sur son prolongement est dans le prolongement. OK? Donc, de 1, E n'est pas égale constante en tout point équidistant du fil. OK? 2, les vecteurs E n'ont pas toujours la même direction et le même sens, donc on ne peut pas appliquer le théorème de Gauss. Car par exemple, si je prends un cylindre de Gauss, OK, en tout point, ici, en ce point-là, E n'est pas perpendiculaire à S1, donc pour calculer l'intégrale, c'est très difficile. Donc, voici par exemple S1, E est comme ceci. OK? Donc, on ne peut appliquer le théorème de Gauss dans le cas d'un fil que lorsqu'il s'agit d'un fil infini. De plus, un fil infini est considéré tel que tout point de l'espace, n'importe quel point de l'espace, étant donné que le fil il est très infini, donc tout point représente un point de symétrie. C'est-à-dire, si je mène de ce point la perpendiculaire à ce fil, il sera comme étant la médiatrice de ce fil infini. OK? Bon, j'espère que c'est clair concernant le fil infini. Bon, alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Dans le problème numéro 3, donc, on va considérer cette fois-ci un cylindre infini, okay, donc un cylindre plein dont les charges se trouvent dans le volume. Il est infini et la charge est distribuée uniformément à travers le volume de ce cylindre. La question, qui est tout à fait classique, donc déterminer le champ E créé par le cylindre en tout point de l'espace. Donc, comment est divisé l'espace dans le cas d'un cylindre plein? Donc, on a deux zones de l'espace. La première zone, c'est la zone qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire dans le volume où se trouvent les charges du cylindre. Et la deuxième zone, c'est à l'extérieur, donc à la distance radiale R supérieure à R, à grand R, le rayon du cylindre. Voici l'axe du cylindre. Donc, premier cas, à la distance radiale petit r supérieure à grand R. Donc, comme le cas précédent, on a une symétrie cylindrique, car tout point équidistant de l'axe du cylindre va avoir le même module de E, et on a un champ électrique radial E. Donc, bien évidemment, le choix de la surface fermée de Gauss, ça sera un cylindre coaxial avec le cylindre chargé et de rayon petit r, tel que le point P doit se trouver sur la surface contour du cylindre de Gauss. OK? Donc, E scalaire S1,
c'est tout à fait égal à 0. E scalaire S2 égale à 0, comme on l'a vu dans le cas précédent. On peut éventuellement revoir ceci. Voici donc mon cylindre chargé. OK, donc il est infini. Donc voici le cylindre de Gauss qui est de hauteur petit h, OK, et de rayon petit r. En tout point de la surface du cylindre de Gauss, donc voici le vecteur surface S1, donc on l'a résumé par le vecteur total S1 car il s'agit d'une surface plane, le vecteur surface S2 en bas, et le contour, comme ce n'est pas une surface plane, on doit la décomposer en des petites surfaces élémentaires qui varient selon le point où on se trouve sur le contour du cylindre. OK? Donc, en tout point de la surface du haut, donc on a toujours que E est perpendiculaire à S1, E est perpendiculaire à S2, donc le flux à travers la surface S1 et la surface S2 sont nuls. Il nous reste le flux à travers la surface S3. Donc, comme l'exercice précédent, E constante, E parallèle à ds3, E fois 2pi RH, ça c'est la partie gauche du théorème de Gauss, intégrale de E ds, égale ρ fois V inclus sur epsilon 0. Donc, ce qui va changer par rapport à l'exercice précédent, c'est juste la quantité de charge incluse dans le cylindre de Gauss. Donc, si on reprend ce schéma-là, donc, quelles sont les charges qui se trouvent incluses dans la surface de Gauss? Donc, vous voyez voir, donc, c'est les charges qui se trouvent limitées entre cette hauteur-là et cette hauteur-là. Donc, déjà limitées par une hauteur h. Et voici les charges. Donc, la partie assurée, ce n'est autre qu'un cylindre de charge. Il est de rayon grand R et il est de hauteur h. OK? Donc, si on reprend notre exercice, donc le volume inclus, on a dit c'est un cylindre de rayon grand R et de hauteur h, et le volume du cylindre, c'est pi r au carré fois h. Donc, par une simple simplification, on trouve la valeur du champ électrique E à une distance radiale supérieure à R, qui est ρ r au carré sur 2 epsilon 0 petit r. Donc, de même, on va faire pour la distance radiale R inférieure à R, OK? Donc, ceci, pareil, identique, pour le choix de la surface de Gauss, c'est un cylindre, OK? Et dans ce cas-là, on va voir que la partie incluse, donc voici notre cylindre de Gauss qui est en vert, OK, sélectionné, il est de rayon petit r, et la quantité de charge incluse, donc, c'est un cylindre, c'est de hauteur h, OK, et de rayon petit r. OK, donc, quel est le volume de ce cylindre qui contient les charges? Donc, c'est ρ, pi, petit r au carré, car les charges, elles sont juste comprises dans la surface de Gauss, donc ρ, pi, petit r au carré h sur epsilon 0, et on trouve finalement E égale ρ r sur 2 epsilon 0. Donc, comme l'exercice précédent, pour valider nos deux équations, OK, il faut que, à la distance radiale petit r égale à grand R, les deux équations de E obtenues dans la partie A et dans la partie B doivent converger vers la même valeur constante. C'est-à-dire, en remplaçant dans la première équation petit r égale à grand R, on trouve E égale ρ grand R sur 2 epsilon 0, mais également en remplaçant petit r dans l'équation obtenue dans la partie B, petit r égale à grand R, on obtient la même équation, et ceci valide les résultats des équations de E obtenues dans les deux zones de l'espace. OK? Donc, on passe à l'exercice numéro 4. Donc, tous ces exercices, c'est des exercices supplémentaires. Donc, l'énoncé, elle est écrite ici et les questions sont bien définies. OK? Et lorsqu'il s'agit d'un exercice qui se trouve également, dont l'énoncé se trouve également dans le bouquin, ça sera marqué en haut à côté du numéro de l'exercice. Donc, cette fois-ci, on va considérer
une coquille cylindrique infinie de rayon interne A et de rayon externe B. Donc, cette coquille est chargée uniformément à travers son volume par une densité de charge volumique ρ égale à une constante considérée positive. Donc, pour mieux comprendre l'exercice, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une coquille cylindrique. Donc, une coquille cylindrique, c'est tout simplement, c'est un cylindre plein duquel on a retiré un petit bout. Donc cette partie-là, ça c'est la partie vide. يعني تخيلوا un tuyau d'eau, أسطر مي. هو عبارة عن cylindre, ok, et à l'intérieur il est creux et il a une petite épaisseur. Cette épaisseur, dans notre cas, elle est limitée entre petit a et petit b. Donc, voici la zone où se trouvent les charges. Ça, on appelle ça une coquille cylindrique. Et comme il est long, donc il est de longueur infinie. Donc, on demande le champ électrique en tout point de l'espace. Donc, comment sera divisé cet espace? Donc, cet espace sera divisé en 3 zones. OK? La première zone, c'est la zone ici. Donc, voici le premier point. On doit calculer le champ électrique en un premier point, supposons que c'est le point A. Le champ électrique en un point entre petit a et petit b, donc on va l'appeler le point B. Et le champ électrique en un point à l'extérieur, donc à la distance radiale petit r égale, enfin petit r est supérieur à b. Et ensuite, une fois on trouve les équations de E en A, en B, en C, ok, on va vérifier la continuité de E sur les surfaces internes et la surface externe du cylindre. Donc, cet exercice, je ne veux pas le faire moi-même. Ça sera à vous de réfléchir et de prendre le principe de la coquille sphérique. Comment on a utilisé la coquille sphérique, ok, sauf qu'ici, il s'agit d'une symétrie cylindrique. Donc, je vous laisse le soin de résoudre cet exercice. Et une fois il est résolu, ben, je peux répondre à vos questions s'il y en a quelqu'un parmi vous, qui n'arrive pas à faire l'exercice. OK? On passe maintenant au dernier exercice. Donc, dans cet exercice-là, on va considérer un plan de charge infini. OK? Donc, c'est un plan de charge infini. Donc, c'est un objet de surface. Donc, il est chargé à travers sa surface par une densité de charge surfacique. Donc, ça, c'est l'exercice 22. Il se trouve dans le bouquin PDF pour voir son énoncé. Donc, on doit trouver le champ électrique créé par ce plan de dimension infinie qui est chargé uniformément, positivement, en un point A situé à une distance X du plan. Donc, ici, on doit sélectionner une surface de Gauss. Donc, pour choisir une surface de Gauss, essayons de voir tout d'abord si on choisit une sphère de Gauss. Donc, voici le plan infini. Donc, comme vous pouvez le constater, tout point qui se trouve dans l'espace, il peut être considéré comme point de symétrie par rapport au plan, car c'est un plan infini. OK? Donc, en ce point-là, on devine que si la charge est positive, donc j'aurai E perpendiculaire au plan et vers le haut. Si je prends un point en bas du plan, le champ électrique, ça sera vertical et vers l'extérieur de la charge. Ici, de ce côté, l'extérieur de la charge, c'est vers le haut.
en bas, l'extérieur de la charge, c'est vers le bas. Okay? Donc, tout point de l'espace va donner ce qu'on appelle un champ électrique vertical selon où se trouve le point, ou bien vers le haut, ou bien si le point se trouve en bas, c'est vers le bas. OK? Donc, en admettant ce raisonnement-là, si on choisit une sphère de Gauss, pour résoudre l'intégrale de Gauss, il faut qu'en tout point de la sphère, E soit parallèle à ds. Par exemple, si ce vecteur-là, c'est ds, c'est le vecteur surface élémentaire en cette surface locale. Or, en ce point-là, E n'est pas parallèle à ds. Il s'agit d'un angle θ. Si je prends un autre point, voici E, ok, et voici le vecteur ds, donc on peut constater que l'angle θ varie. Donc ici, on ne peut pas résoudre l'intégrale de Gauss. D'autres personnes parmi vous me disent, ok, on va choisir un cylindre. Ok, tout à fait. Voici le plan infini. Et je choisis un cylindre comme ceci. En choisissant un cylindre comme ceci, imaginez le cylindre, donc, il coupe le plan, ok? Les vecteurs contours, donc le vecteur S1 ici, c'est clair, il est comme ça. Tout point de cette surface va donner un vecteur E perpendiculaire à S1. Ici, on a un vecteur S2 et les vecteurs E seront également perpendiculaires à S2. Donc, le flux à travers S1 et S2 sont nuls. Il me reste un problème, c'est au niveau du contour. Au niveau du contour, par exemple, ici, dans le plan de la page, DS3, OK, sera parallèle à E. Par contre, en ce point-là, OK, vous voyez, voici le vecteur ds. Et or, le vecteur E, il est, voilà, donc voici le vecteur ds, par exemple. Donc là, on voit que ds n'est pas parallèle à E. Donc, on ne peut pas sélectionner un cylindre comme ceci. Donc, on arrive à la conclusion que si on choisissait un cylindre tel que les surfaces du cylindre de Gauss, en haut et en bas, sont parallèles au plan, c'est-à-dire c'est un cylindre de Gauss tel que l'axe du cylindre est perpendiculaire au plan. Dans ce cas-là, la surface S1, elle est représentée par le vecteur S1. Tout point de cette surface va donner E vertical, donc E sera parallèle à S1. Sur la surface du bas, on a S2, vertical vers le bas. Tout point de cette surface va donner un vecteur E qui sera parallèle à S2, tandis que les vecteurs ds3 du contour, on peut constater que ces vecteurs seront, comment? Seront radiaux, ok? Comme ceci. Et donc, E sera toujours perpendiculaire à ds3. Donc, imaginez, voilà, par exemple, ça c'est un vecteur ds3, donc E sera toujours perpendiculaire. Ça c'est un vecteur ds3, E sera toujours perpendiculaire à ds3. Vous voyez? Donc, quel que soit le vecteur ds1, ds3 qui est perpendiculaire, qui est norme au contour, donc E sera perpendiculaire à ds3. Par conséquent, on peut reprendre le calcul. Donc, le choix de la surface de Gauss, donc c'est un cylindre, on l'avait bien expliqué. S1, S1 parallèle à E, S2 parallèle à E, E égale constante. En tout point du contour, on a E est perpendiculaire à ds3. Donc, le flux sera flux 1 plus flux 2 plus flux 3 égale Q inclus sur epsilon 0. Donc, le flux 1, c'est E scalaire S1, car en tout point de la surface S1, on a la même valeur de E, ok?
Sur la surface S2, on a la même valeur de E également, égale Q inclus sur epsilon 0 et intégrale de E ds3 égale à 0 car E est perpendiculaire à ds3. Donc, on continue le calcul. E fois S1 fois cosinus 0 plus E fois S2 fois cosinus 0 égale, quelle est la quantité de charge incluse? Maintenant, si on veut voir quelle est la quantité de charge incluse, donc, le cylindre, voici, supposons que le plan de la feuille, c'est le plan chargé, ok? Et le cylindre, c'est un cylindre qui vient et qui est perpendiculaire au plan de la page, ok? Donc, il est perpendiculaire au plan de la page. Donc, la quantité de charge incluse dans le cylindre de Gauss, ça sera l'intersection du cylindre avec le plan infini. Donc, quelle est l'intersection? C'est la surface S, c'est une surface d'un disque en fait, qui sera également, est égale à la surface S1 qui est égale à la surface S2. Par conséquent, donc S1 égale S2 égale S, donc la surface, la quantité de charge incluse, Q incluse, c'est sigma S sur epsilon 0, ok? Et donc E égale sigma sur 2 epsilon 0. Que peut-on constater? Que E égale sigma qui est une constante, sur 2 epsilon 0 est une constante. Donc la valeur de E ne dépend pas de la distance X entre le point et le plan. Et si on a un champ électrique qui a toujours la même direction, le même sens et le même module en une zone de l'espace, on appelle ceci un champ électrique uniforme. Donc, ce champ électrique est un champ électrique uniforme. Donc, on peut conclure que pour obtenir un champ électrique uniforme, on doit choisir un plan infini de charge, mais qui sera chargé uniformément. D'autres personnes peuvent poser la question, on ne peut pas prendre d'autres formes ou bien d'autres surfaces fermées qui peuvent nous donner un résultat, bien sûr. Par exemple, si je peux choisir un parallélépipède rectangle, comme vous le voyez, de manière que ce parallélépipède soit perpendiculaire à ce plan, également, par le même raisonnement, on trouve la même valeur de E et donc on obtient que E égale, dans ce cas-là, si on fait le calcul, donc on a E parallèle à S1, E parallèle à S2. Sur les côtés, E, ça sera perpendiculaire aux quatre surfaces du parallélépipède et on trouve finalement E égale sigma sur 2 epsilon 0. Vous pouvez faire le calcul, il est tout ça. Donc, avec ceci, on a terminé le chapitre numéro 1, particulièrement les exercices sur le théorème de Gauss. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on attaque le chapitre numéro 2 sur le potentiel. Merci pour votre attention et j'espère que j'ai été clair durant cette explication. Merci, au revoir.